Moi je m'appelle Occitane Lacurie, je suis chercheuse en études cinématographiques et critiques dans une revue qui s'appelle Débordement, qui est une revue en ligne qui est née en 2012 et qui s'intéresse aux politiques du cinéma, au cinéma politique et à la façon de faire des images parfois dans des contextes un peu troublés. Alors le cinéma de fan footage, c'est une pratique du cinéma, souvent du cinéma expérimental, qui consiste à utiliser des images qu'on n'a pas tournées soi-même, parfois de faire des films qu'on appelle sans caméra, c'est-à-dire qui sont des films de recherche, dans lesquels on est allé chercher des images dans des archives soit oubliées, soit perdues, soit qu'on a envie de détourner. Et en français, souvent, on va appeler ça le cinéma de remploi ou le cinéma de seconde main. C'est la chercheuse Christa Blumlinger, qui sera présente à la table ronde du 29, qui a inventé ce terme, le cinéma de seconde main. Et je trouve que c'est assez beau, assez poétique comme manière d'appeler ça. C'est l'idée que parfois, il y a des réalités qu'on ne peut pas aller filmer soi-même et que c'est à travers le travail d'archives, à travers l'emprunt ou la récupération qu'on peut faire des films sur des moments de l'histoire ou des espaces géographiques particuliers. La notion d'archive, elle est extrêmement vaste. Les cinéastes de fan footage, ils peuvent aller chercher des films privés. C'est le cas par exemple d'une artiste comme Janaína Nagata qui au Brésil, qui est brésilienne mais qui a trouvé un film de fan footage qui avait lieu en Afrique du Sud et à partir duquel elle a enquêté et qui lui a permis de tirer tout un discours justement sur l'Afrique du Sud de l'apartheid. Il y a aussi la cinéaste Susana de Sousa Dias qui a beaucoup travaillé sur la dictature au Portugal et sur les archives justement de cette dictature-là, les archives invisibles et une manière en fait de les faire remonter à la surface pour parler de la question des opposants disparus et ainsi de suite. Donc voilà, on voit que c'est une pratique qui s'ancre véritablement dans l'enquête historique. Et puis, le found footage, c'est aussi une forme qui a beaucoup inspiré la fiction. Par exemple, la fiction d'horreur, la fiction d'épouvante, le fantastique, parce que c'est des films qui ont l'air vrais, dont la véracité et la dimension d'archive, du coup, leur donnent une espèce de puissance particulière, et y compris dans l'imitation, c'est-à-dire il y a aussi tout un genre du cinéma de faux found footage, plutôt voilà, du côté de la fiction, qui consiste à faire comme si on avait retrouvé, comme autrefois les écrivains fantastiques retrouvaient des manuscrits, là on retrouve des films. Et c'est cette idée de retrouver des images et de les faire parler autrement, surtout par le montage, parce qu'en fait, dans le cinéma de found footage, c'est le montage en fait, qui va être au cœur du geste des artistes. Lors de la soirée du 29 janvier, les invités de la table ronde, ce sont Christa Blumlinger, donc, qui est une très grande chercheuse, qui est professeure à l'université Paris 8 et qui est spécialiste du found footage, du cinéma de remploi, qui a écrit un livre qui a vraiment fait date à ce propos, qui s'appelle donc L'image de seconde main. Et qui a beaucoup travaillé sur un cinéaste qui s'appelle Harun Farocki, dont elle est absolument spécialiste et qui est un cinéaste allemand absolument central dans justement cette pratique du remploi. Ce dont il va être question, c'est davantage des cinéastes qui ont réemployé des images qui n'étaient pas les leurs pour parler de deux types d'événements. Des événements qui sont inaccessibles parce qu'on n'a pas d'image sur eux, c'est le cas de Noah Teschner qui va être invité pour parler plus précisément de son travail autour d'un film qui est sorti en 2022 qui s'appelle Navigators, où pour le coup l'archive, ce qui va lui servir de matière d'archive, c'est les films de Buster Keaton sur un bateau, le Bufford, qui était un bateau qui a servi à déporter les anarchistes états-uniens vers l'URSS naissante, donc au moment de la première Red Scare, du coup en 1919, et qui ensuite a été complètement vendu, qui a changé de main à plusieurs reprises avant de devenir un décor de cinéma pour la croisière du Navigator de Buster Keaton. Et du coup, Noah Teschner, qui a envie de travailler sur cette histoire un peu oubliée, un peu dépourvue d'image en fait, de l'anarchisme états-unien, il choisit de faire appel, d'utiliser les films de Buster Keaton comme un matériau de found footage, d'image de remploi, pour aller accéder à cet événement historique dont on n'a que très peu d'images. Et puis l'autre artiste invité, c'est Kamal El-Jafari, qui a déjà eu une rétrospective d'une soirée ici au Forum des Images l'an dernier, et qui a travaillé dans son dernier film, qui s'appelle A Fidai Film, à partir d'images qu'il a retrouvées de l'archive de l'Organisation de libération de la Palestine, qui avait été dérobée en fait par l'armée israélienne en 1982 et disséminée chez des particuliers, dans des universités, etc. Et que lui, il essaye de retrouver et de remonter ensemble pour refaire l'histoire que l'armée israélienne a essayé de complètement annihiler pour justement renforcer le discours selon lequel il n'y aurait pas véritablement de peuple palestinien en tant que tel. Et le travail de Kamal El-Jafari, au-delà de ce film-là qui a énormément circulé en festival, qui a eu un très grand écho, c'est souvent de travailler avec justement des images de remploi,
Ça a été le cas dans un film de 2015 qui s'appelle Recollection, dans lequel il travaille sur des films tournés en Palestine, mais dont il va s'intéresser seulement à l'arrière-plan, aux personnes qui passent dans le champ, pour essayer de faire de l'archive à partir de quelque chose qui à la base n'était pas conçu comme une archive. Mais en fait, voilà, c'est un peu de l'obsession qu'il y a autour de son travail, c'est de réarchiver, de retrouver, d'enquêter à partir d'images qui ont du mal à exister en fait, pour des raisons politiques et géopolitiques qu'on connaît. Il y a beaucoup de pratiques du found footage très contemporain, ultra contemporain. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'archives en 16, en Super 8, en pellicule, des choses qui étaient sur des matériaux physiques. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes et de cinéastes qui vont essayer de travailler avec des matériaux de remploi sur Internet. C'est le cas de l'artiste par exemple Léo Galibert-Lenné, qui travaille avec des images issues de films, mais aussi de pratiques des utilisateurs et utilisatrices en ligne qui déposent chaque jour en fait, des quantités astronomiques de films, de vidéos, d'images, à partir desquelles on peut faire du cinéma. En fait. Et finalement, oui, le cinéma sans caméra, le cinéma de remploi, le cinéma de seconde main, c'est quelque chose qui a un destin assez massif devant lui, et surtout qui pose la question de ce qui reste en fait justement de ce flux. C'est plutôt à l'inverse des cinéastes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont une pratique de l'image rare. Là, ça devient une pratique de l'image pléthorique dont il faut faire sens. Voilà. Mais c'est toujours une pratique du montage, en tout cas, qui me semble très passionnante. Pour les cinéastes qui pratiquent le remploi, c'est l'éternelle question de savoir qu'a voulu filmer la personne parfois qu'on ne connaît pas, qui est souvent une personne anonyme, dont on ne saura jamais rien peut-être. Je pense aux images que réutilise Kamal El-Jafari. C'est des images dont on ne sait pas véritablement qui tenait la caméra à ce moment-là. Et donc du coup, tout le travail du film, ça va être de les resituer, de produire un autre discours à partir de ces images, et notamment par le travail du montage. Mais c'est sûr que la question du remploi pose aussi des questions potentiellement éthiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui a voulu être fait, et puis surtout que dans le film de Kamal El-Jafari, finalement c'est du cinéma de found footage au carré, puisque souvent les images qu'il a retrouvées, vous avez des inscriptions qui ont été apposées ensuite par l'armée israélienne pour indexer en fait ces choses-là, et donc il faut aussi réfléchir à un autre travail de montage qui a été fait avant, c'est-à-dire ce travail d'archive par potentiellement quelqu'un qui avait un projet politique complètement différent que la personne qui avait filmé. Donc il y a des couches comme ça historiques qui n'arrêtent pas de s'empiler les unes sur les autres, et que le film doit travailler à exhumer ou expliquer ou comprendre, ou à travailler avec ce matériau qui devient de plus en plus complexe au fur et à mesure. Dans les pratiques de remploi contemporaines de l'image, l'enquête en source ouverte, l'enquête d'OSINT, qui à la base était une pratique plutôt par les services d'intelligence et d'enseignement classiques, on va dire, qui étaient pratiqués, qui consistaient à aller chercher dans les journaux, dans la presse, des choses qui pouvaient, une fois mises en réseau, former de l'intelligence, de l'information. Maintenant, c'est des choses qui peuvent être pratiquées par tout un chacun sur Internet, et qui s'inscrit de plus en plus dans les pratiques documentaires, et qui va avec un autre terme peut-être, si on prend d'un côté l'enquête en source ouverte, il y a aussi le terme de forensique, de science légale, en quelque sorte, de recherche, qui consiste à élucider des affaires, alors là des affaires qui sont à l'échelle de l'histoire, peut-être potentiellement des crimes historiques, avec justement des images, et à partir de l'image comme matériau, comme preuve, quoi. Et c'est cette éternelle question de l'image documentaire, l'image retrouvée, à quel point peut-elle faire preuve. D'ailleurs cette année il y avait un film, un autre film palestinien qui a fait beaucoup parler de lui, qui a beaucoup circulé dans les festivals, qui s'appelait No Other Land, où là c'était filmé par un collectif emmené par un journaliste, un homme qui se définit comme un journaliste, qui s'appelait Basel Adra, alors là plutôt en Cisjordanie, mais qui filmait justement plutôt sur le mode du cinéma direct les agressions répétées des colons israéliens, et avec des méthodes de tournage extrêmement légères, et qui consistaient, et c'est tout le sujet du film, à fournir de la preuve, à fabriquer de la preuve pour être les archives du futur en quelque sorte, les archives du moment où tout cela sera jugé, où tout cela sera discuté dans des instances plutôt juridiques hors du cinéma. Donc en fait il y a cette relation, dès qu'on parle de la question de l'histoire, dès qu'on parle de
moments historiques qui ont été voilà, effacés, annihilés, recouverts par d'autres images, par d'autres discours, etc. La question de la preuve et du point de vue devient une question assez brûlante et potentiellement juridique. Je pense que la dimension d'enquête des films de remploi et du plaisir de l'enquête et du processus de création est absolument centrale. Et puis surtout, je pense que ça fait regarder les images d'une manière un peu particulière. C'est-à-dire qu'on se met à chercher les images, mais on se met à chercher aussi des symptômes dans l'image, des choses un peu qui d'un coup pourront fonctionner dans le discours qu'on est en train de construire sur la table de montage. Enfin, Kamal El-Jafari, il a fait un film qui s'appelle Paradiso 31-108, qui, là pour le coup, est un film de remploi d'images de propagande de l'armée israélienne qui se filme dans les années 70 dans le désert en train de s'entraîner. Et on voit qu'il y a une forme de jouissance à trouver des images de ces soldats qui jouent à la guerre et en fait en souligner l'absurdité par des effets de montage, en souligner le ridicule aussi, enfin, avec une espèce de jeu de détournement qui a lieu. Et je pense que le fait de d'un coup trouver l'image parfaite pour le moment parfait, oui, ça fait partie de l'enquête et ça fait partie du geste artistique propre à cette pratique-là, quoi. Ben, la table ronde, ouais, elle s'appelle Politique du found footage parce que y a un véritable enjeu politique à remettre ces images dans le débat public, à les sortir de là où elles avaient été cachées et où en fait il y a aussi une politique au niveau de qu'est-ce qu'on peut utiliser, qu'est-ce qu'on ne peut pas utiliser, qu'est-ce qui est soustrait. Parce que si on les a retrouvées, ces images, c'est qu'elles ont été perdues. Et elles peuvent être perdues pour des raisons, voilà, des aléas historiques, mais bien souvent pour des raisons de censure, pour des raisons de dissimulation, etc. etc. Ce qui fait que la dimension politique de tout ça, ça va être aussi de réfléchir au trajet des images elles-mêmes et à ceux qui ont intérêt à ce qu'elles ne soient pas remployées, à quelle stratégie aussi les cinéastes doivent mettre en œuvre pour essayer de les récupérer. Mais il y a aussi des enjeux économiques très forts dans le found footage, c'est-à-dire les droits de ces images. Il y a eu un essai vidéographique l'année dernière qui est sorti qui s'appelait History of the World According to Getty Images, donc l'histoire du monde selon Getty Images, et où en fait le vidéaste montrait des images filmiques récupérées et stockées par Getty, par l'agence photographique Getty, et qui en fait coûter, si on voulait les monter bout à bout comme il le faisait lui, coûterait plusieurs centaines de milliers de dollars pour pouvoir simplement les exhumer de cette archive-là, alors que c'est des images qui pour la plupart sont libres de droit. Et donc tout l'enjeu du film, ça va être de sortir ces images de l'archive Getty et de faire un film en suffisamment bonne définition qu'on peut ensuite réutiliser soi-même pour remettre ces images dans la circulation du montage et du found footage. Et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a plusieurs stratégies à adopter, plusieurs questions politiques à se poser, parce que la politique de l'accès libre, de l'accès aux images, c'est aussi une politique d'accès à l'histoire, une politique de droit à l'information et de droit à la création aussi. Donc c'est ces questions qu'on va essayer de se poser également.